Madame, monsieur, bonjour. Oui, parce qu'on s'était pas vu ce matin. Bon, alors, en avant pour un tour du monde plein de tendresse. Et cette semaine, à l'occasion du Salon des seniors qui se tient en ce moment même à Porte de Versailles, à Paris, on a voulu s'intéresser à la place des grands-parents aux quatre coins du monde et quel est leur rôle au sein de la famille. Ici, on connaît. Mais comment s'occupent-ils de leurs petits-enfants, ou pas d'ailleurs, ailleurs? Sorties culturelles, randonnées pédestres, vous connaissez ça, atelier confiture, et à quelle fréquence? Bref, qui sont ces papis, mamies du 21e siècle? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants dans le monde, et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été donc enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos interlocuteurs du jour. François Baudonnet qui nous attend en haut à gauche à Rome, Claude Deschênes que l'on retrouvera à Montréal, à droite, Nicolas Bertrand, notre correspondant à New Delhi, en bas à gauche, et enfin Alexia Kefalas qui nous donne rendez-vous à Athènes. Mademoiselles, messieurs, bonjour. Allez, tout de suite, on s'envole pour Rome. Alors, s'il y a bien un pays où les grands-parents occupent une place privilégiée, c'est l'Italie. C'est le pays où l'enfant est roi, vous le savez, rien n'est trop beau pour les mini-bambini. Et d'après ce que j'ai compris, que m'a confié François Baudonnet, ce sont les champions, ces grands-parents-là, de la garderie. Autrement dit, les nonni, c'est comme ça qu'on appelle les grands-parents en Italie, remplacent les nounous. C'est bien ça? François, bonjour. Buongiorno William, effectivement c'est tout à fait ça. Bienvenue au pays du nonno et de la nonna, du grand-père et de la grand-mère. Si vous vous promenez, William, dans un parc ici en Italie, quelle que soit l'heure de la journée, eh bien, vous allez voir des poussettes. Et derrière ces poussettes, eh bien, il y a non pas des parents, mais il y a les grands-parents. Si vous allez également chez un pédiatre, eh bien, vous allez vous rendre compte que au moins dans 6 cas sur 10, ce sont les grands-parents qui emmènent les petits-enfants chez le médecin. Parce que si, effectivement, les grands-parents s'occupent énormément de leurs petits-enfants, le phénomène est 3 fois plus répandu qu'en France, à tel point qu'on les appelle effectivement les nonni-sitters. Regardez, William, le reportage qui a été réalisé par Florence Crimon. Dans les parcs en Italie, derrière les poussettes, il n'y a que des personnes âgées. On les appelle les nonni-sitters. Ce sont les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants et pas les babysitters. C'est le cas de Rossella et Francesco, qui accueillent, comme tous les matins, leur petit-fils Alessandro, ravi. Pour sa maman, psychiatre qui travaille toute la journée comme son mari, rien de mieux que de les confier à ses parents. Je préfère laisser mon fils chez mes parents plutôt qu'à la crèche. Il est dans son environnement familial, je leur fais plus confiance et c'est gratuit. Alessandro, 1 an et demi, a pris ses habitudes. La matinée commence toujours sur les genoux de papy. Il a ses grands-parents, rien que pour lui. Voici le futur et le passé réunis, le petit-fils et son papy. La société italienne respecte les traditions, alors le rôle de la famille est fondamental. L'autre rituel de la matinée, c'est la balade au parc avec la nonna. Les grands-parents ont le beau rôle. Ils ne font passer que du bon temps à leurs petits-enfants. Ils ne sont pas là pour donner l'éducation qu'ils reçoivent déjà des parents. On fait les choses que les parents n'ont pas le temps de faire. Ça nous fait plaisir et on s'amuse aussi. Moi, je suis sa mamie, je le connais par cœur. On est là par amour. Pas comme une babysitter qui serait là pour l'argent. En Italie, les bambini grandissent donc dans leur cocon familial. Ils vont rarement chez une nounou ou à la crèche. On se dédie à lui. On fait tout pour qu'il se sente bien. Alors quand il vient chez papy et mamie, il est le plus heureux, car il est au centre de l'attention. Et c'est avec les grands-parents que les traditions se transmettent, à commencer par les traditions culinaires. Regardez, il a des pâtes et ses grands-parents, c'est tout ce qui compte. Les nonni-sitters sont non seulement une source d'économie pour les parents, mais aussi une source de revenus. Les grands-parents italiens s'occupent des petits-enfants toute la journée. Et bien souvent, ils leur donnent de l'argent, ce qui leur permet de partir en vacances. Le nonno, la nonna et le bambino. C'est l'image du bonheur à l'italienne. Alors, 3 observations, François.
Après avoir vu cet excellent reportage, la première chose, c'est que je trouve que ce petit bonhomme qui est tout mignon ressemble à son grand-père. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en Italie, on s'aperçoit qu'ils mettent des pâtes même dans le biberon. Ça, on s'en doutait un peu. Alors, la troisième raison, et celle-là, vous allez pouvoir me répondre, il y a des raisons économiques qui expliquent que les grands-parents sont d'abord des babysitters. Ça, on ne pouvait pas s'en douter. Oui, c'est vrai, William, il y a des raisons économiques. D'abord, il faut savoir qu'en Italie, il y a très peu de places en crèche. Et quand il y a des places en crèche, elles sont extrêmement chères. La deuxième raison, c'est qu'ici, en Italie, il n'y a pas d'allocation familiale, ou très très peu. Alors évidemment, eh bien, les grands-parents vont aider, on l'a vu, les enfants à aider leurs propres enfants. Et en fait, il y a une étude qui a été faite qui a montré que si les grands-parents ici en Italie étaient remplacés par des vrais babysitters, des professionnels, des nounous, eh bien imaginez, William, que le chiffre d'affaires annuel serait de 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros, Ouais. C'est donc une véritable économie parallèle. Oui, évidemment. Et ça a toujours été comme ça en Italie? Pardon ? Est-ce que ça a toujours été comme ça en Italie? Absolument, en fait c'est complètement culturel, hein. Ça fait partie, je dirais, du rôle de la famille. Et finalement la nonna, la grand-mère, ce n'est qu'une mamma avec quelques années de plus. Il y a une autre raison également à ça, c'est que les Italiens, je dirais, sont moins mobiles que les Français. Et dans la plupart des cas, peut-être 90% des cas, eh bien, les petits-enfants habitent dans la même ville que leurs grands-parents. Alors c'est donc beaucoup plus simple, évidemment, pour eux d'être gardés par les grands-parents. Il y a une dernière raison, William, je dirais que c'est parce que les grands-parents italiens, aujourd'hui, ont eux-mêmes été élevés par leurs grands-parents. Et alors ils se disent, eh bien maintenant, c'est à mon tour d'élever mes petits-enfants. Et c'est pour ça que ce pays est vraiment le pays des papis et des mamies. Voilà, c'est culturel, effectivement. Merci beaucoup, François. À bientôt. Grazie mille, comme on dit là-bas. Allez, autre pays, autre modèle de grands-parents, direction Montréal. Alors, figurez-vous que le Québec est en train de vivre un véritable papy-boom. La génération des baby-boomers a vieilli, bien sûr. Alors, ils ont quoi? Ils ont plus de 60 ans, mais apparemment, ils font ce qu'ils veulent, ces papy-boomers. C'est la question qu'on s'est posée ici. C'est bien vrai, ça, Claude? Bonjour. Bonjour, William. Effectivement, les baby boomers ont toujours dicté leur façon de faire. C'est le cas aussi dans leur manière d'être grands-parents. Au Québec, ils sont très nombreux, les baby boomers. Alors, il y a plus de grands-parents qu'il n'y a de petits-enfants. Et ils ne veulent pas, ces grands-parents nouveaux, se faire dicter leur agenda. Alors, pas question pour eux de vivre sous le même toit que leurs enfants et leurs petits-enfants. Même s'ils veulent aider, pas question non plus de garder les petits-enfants sur une base régulière. En fait, ce qu'ils veulent, c'est du temps de qualité pour pouvoir approfondir une relation durable, parce qu'après tout, avec l'espérance de vie qui est de plus en plus longue, ils seront grands-parents plus longtemps. Alors, allons voir ce que ça donne chez Marie-Hélène et Donald, des grands-parents fringants de 65 ans. Week-end de Pâques. Dans la Blanche-Neige de Val-des-Monts, en Outaouais, les 7 petits-enfants de Marie-Hélène et Donald s'amusent à construire un fort. Pour eux, le domaine de papy et mamie, c'est le paradis. Il y a toujours quelque chose à faire ici. On s'amuse beaucoup. Il n'y a jamais des moments où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe. Dans ce décor enchanteur, les enfants sont libres, mais les grands-parents, jamais loin. Où est-ce que vous le voulez? Ah, ça, ben je sais là-bas. Ah oui, papy, là, lui, quand on lui parle d'une idée, il va vraiment venir, là, nous aider. Comme, mettons, pendant le fort, il est allé nous chercher des gros blocs. Puis, en tout cas, c'est très serviable. Pour moi, c'est l'âge d'or. C'est le bonheur d'avoir du temps, des petits-enfants. Tu sais, comme parents, c'est pas toujours la même expérience, mais vraiment, rendu grands-parents, on a un peu plus de distance pour toutes les obligations et tout. Quand les enfants sont chez nous, là, on maintient une discipline assez ferme, mais on les engage dans des activités où on entre dans leur jeu. On est très présents, je dirais. Mais toi, de vous, ça va être plus facile. Marie-Hélène et Donald font partie de la génération des baby-boomers. Ils ont du temps, des moyens et la santé. À 65 ans, ils sont plus en forme que leurs parents au même âge.
et ce sont leurs petits-enfants qui en profitent. On a fait un peu de sport avec les enfants, mais c'est vraiment revenu dans notre vie à la retraite. Et c'est quelque chose qu'on a le goût de partager avec eux. Ils sont très actifs. Par exemple, l'hiver nous amène faire du ski de fond, l'été du vélo. Souvent faire de la raquette aussi. On est sportifs aussi, puis je pense que c'est en partie grâce à eux. L'an dernier, la Smala a découvert les joies de la randonnée en montagne. On est allé en Italie faire de la randonnée dans les Alpes italiennes, donc les Dolomites. Puis c'était vraiment le fun. En toute chose, Marie-Hélène et Donald essaient de créer des moments inoubliables et leurs petits-enfants leur rendent bien. Acclamons bien notre cuisinière, c'est grâce à elle. C'est certain que si on avait eu 1 ou 2 petits-enfants, peut-être qu'il aurait reçu plus de biens matériels. On aurait peut-être voulu bâtir des économies pour les études. Mais quand les enfants se sont multipliés, on a arrêté de penser comme ça. Puis on reste modeste dans quand c'est les anniversaires puis Noël. On essaie plutôt de leur donner des expériences. Cette manière d'être grands-parents suscite l'envie. On se le fait dire souvent par nos amis là, qui voient nos enfants avec leurs grands-parents. Ils disent « Ah, j'aimerais ça avoir des parents comme ça, à ce point impliqués. » Mais moi, je pense que pour les enfants, c'est une relation privilégiée. C'est avoir plusieurs adultes de confiance dans leur environnement. Ça fait une vie de famille qui est riche pour eux. Est-ce que le printemps est arrivé? Mais un jour, les petits-enfants deviendront grands et les grands-parents perdront leur emprise sur eux. Je m'attends à ça. Je vais trouver ça normal. C'est pour ça qu'on profite là, de l'enfance, parce qu'on sait qu'après, ils auront moins besoin de nous. Mais je pense qu'on a bâti des liens assez forts qu'on va toujours être un petit peu présents dans leur vie. Et les adultes? C'est marrant, le goûter au Québec. Bon, alors, Claude, on vient de voir une famille, là, particulièrement unie. Ils sont formidables, ceux-là. Mais j'imagine que tous les grands-parents québécois ne sont pas aussi proches de leurs petits-enfants, non? Oui, rappelez-vous que lorsque je vous ai parlé, il n'y a pas longtemps, des familles recomposées, je vous disais qu'on vivait beaucoup au Québec en union libre, ce qui a une conséquence sur le nombre de séparations. Et pour les grands-parents, il arrive très souvent qu'ils ne peuvent pas voir leurs petits-enfants. Et d'ailleurs, il y a une association qui a été formée pour aider ces gens-là à justement pouvoir faire valoir leurs droits. C'est un droit qui est inscrit dans le Code civil. La formulation est un petit peu moins musclée que chez vous, mais il reste qu'on peut revoir ses petits-enfants, mais c'est une bataille à faire. Et l'Association des grands-parents du Québec dit recevoir quotidiennement des appels pour avoir de l'aide en cette matière. Beaucoup d'appels d'ailleurs qui viennent de grands-parents français, compte tenu de l'immigration française nombreuse qu'on connaît ici, au Québec. Alors justement, vous voulez parler d'un établissement qui a été créé donc pour resserrer les liens entre les générations, c'est ça? Oui, à Montréal, il y a 25 ans, on a créé la Maison des grands-parents. Ça, c'est un lieu où la grand-parentalité n'est pas seulement basée sur le lien biologique. Alors, on a là des personnes aînées qui peuvent partager leur savoir, leur expertise, par exemple par le biais de l'aide aux devoirs, des ateliers de cuisine, de menuiserie, de tricot. Alors, l'idée, c'est que des enfants, des adolescents qui fréquentent ces maisons-là rencontrent des personnes d'expérience. Et de leur côté, les aînés se sentent utiles et ils peuvent aussi rester en contact avec les jeunes générations. Ça a commencé par une maison, il y en a maintenant 5. Il y en a en plus de Montréal, à Laval, à Sherbrooke, à Trois-Rivières et à Québec. Merci beaucoup, Claude. Et puis, mettez des lunettes, parce qu'il ne doit pas faire chaud là-bas. Ça se voit. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Alors, vous allez voir, mais vous en doutiez, que les grands-parents sont un peu dépassés par les nouvelles technologies. Pas tous, peut-être, mais bon, une majorité. Contrairement à leurs petits-enfants, qui, eux, sont nés avec un smartphone dans le biberon. Alors, Julia, est-ce qu'on peut dire qu'Internet a creusé un fossé entre les générations ou pas ?
Oui, on peut le dire évidemment, parce que face à la précocité, face aux éducations modernes, face aux nouvelles technologies, les seniors sont un peu désarçonnés par la génération des petits-enfants. Il faut savoir que quand on leur demande ce qu'eux souhaitent apporter à leurs petits-enfants, on parle de la transmission d'un savoir-faire, les souvenirs de leur vie, les souvenirs de leur vie de famille, l'histoire, le goût de la lecture, les sorties culturelles. Et quand on confronte les jeunes à ça, eh bien eux, ils ont envie d'aller chercher plein d'informations de manière beaucoup plus immédiate. C'est-à-dire qu'au lieu de solliciter leurs grands-parents, ils vont directement aller sur le web. Et du coup, les grands-parents se sentent mis sur la touche par les Google, les YouTube et les énormes quantités d'informations immédiates qu'ils vont trouver sur Internet. Aujourd'hui, 90% des grands-parents interrogés ont déclaré que leurs petits-enfants les consultaient de moins en moins car ils allaient sur Internet. Ouais, mais il y a quand même des grands-parents connectés, non Ils s'y mettent, bien sûr, et ils progressent. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à être connectés et c'est toujours en perpétuelle augmentation, progression. 11 millions d'internautes ont plus de 50 ans aujourd'hui, William. Et ces internautes-là, pourquoi ces grands-parents, ils vont sur le web? Eh bien parce que c'est une mine d'informations incontournable, ça on le sait, mais que c'est une fenêtre sur le monde, un moyen de communiquer avec les jeunes générations. Et c'est là qu'on s'y retrouve. Et là où on va revoir l'exemple dont vous parliez au Canada, William, eh bien, c'est pour cet exemple-là. C'est l'école des grands-parents. C'est une association européenne qui existe depuis 1994, qui a pour mission l'étude, la valorisation et la défense de la place du grand-parent dans la famille et dans la société. Et bien sur ce site, dans cette association, vous allez pouvoir avoir des cours de web, des cours de réseaux sociaux et autres technologies sont proposées pour que les générations se retrouvent autour de l'Internet notamment. Et puis après, vous avez d'autres sites qui vont ressembler un peu aussi à ce qu'on a vu. Vous avez d'abord supergrandparents.fr ou grandparrain.fr. Ça, ce sont des gens qui veulent être grands-parents et qui n'ont pas forcément l'opportunité dans la famille. Ce sont des grands-parents de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Mise en relation entre des familles qui ont besoin et des grands-parents. Et puis, vous savez aussi ce site Mamie au Père pour recenser les femmes seniors seules, désirant voyager en France ou à l'étranger pour devenir au père. Ah oui, d'accord. Très bien, merci beaucoup, Julia. À plus tard. Décollage maintenant pour New Delhi. Et en Inde, vous allez voir que les grands-parents occupent une place sacrée. Ce sont les piliers de la famille. Alors forcément, on les bichonne, on les respecte, on les vénère même. Et au fond, Nicolas, toutes les décisions passent par eux, non? Bonjour, Nicolas. Bonjour, William. Oui, absolument. Quelle que soit la question, achat d'une maison, d'une voiture, un mariage, un emploi ou même des études, ce sont toujours les grands-parents qui ont le dernier mot. Ils régissent littéralement la vie de la famille ici en Inde. Leur parole vaut de l'or et personne ne remet leurs décisions en question. En plus, en Inde, les familles sont plutôt grandes. Après le mariage, les épouses vont vivre dans la famille de leur mari. Il y a souvent 3 générations qui cohabitent sous le même toit. Les grands-pères se font appeler Dada, les grands-mères se font-elles appeler Daddy. Nous avons suivi l'une de ces familles dans le quotidien et nous ne sommes pas allés les chercher bien loin. Ce sont nos voisins du dessous. Regardez ce reportage signé Amanda Jacquel et Émilie Gouveia-Vermelot. Je suis le Dada. Je suis la daddy de la famille. Chez les Singh, il y a les grands-parents, les 2 fils, Joban et Japan, ainsi que leurs épouses, et Sukan, leur petit-fils. Leurs liens sont tellement forts que le foyer a même un hymne familial. De quoi parle cette chanson? De lui, de la chance que j'ai de l'avoir. Quand il est né, je l'ai pris dans mes bras et c'est sorti droit de mon cœur. C'est un cadeau du ciel. Tous les jours, la famille se rend au parc pour une promenade matinale qui se termine par l'incontournable partie de cricket. Rien de tel pour entretenir leur complicité. C'est bon, t'as compris? C'est très important de se retrouver en famille, de passer du temps ensemble. Ça nous fait du bien de rester en groupe. J'aime mes grands-parents et ma famille très fort. Les Singh sont loin du modèle familial européen. Ici, on ne prévoit pas de déjeuner dominical. C'est tous les jours dimanche. Du petit déjeuner jusqu'au dîner, tout est partagé. Et tout le monde vit sous le même toit. Les chefs de clan, ce sont bien sûr les grands-parents. C'est vers eux que la famille se tourne à l'heure des décisions. On en discute ensemble, on débat. Et ensuite, c'est moi et mon mari qui faisons les bons choix. Qui est le personnage que tu préfères dans la maison? Dadima. Ma grand-mère.
Une adoration et un respect qui se transmettent de génération en génération. Mes grands-parents me manquent beaucoup. Mon grand-père, nous l'appelions papa. Il a sa photo là-bas. Notre grand-père était notre gourou, notre professeur, notre père, tout. Encore aujourd'hui, nous essayons de suivre ses pas. Autre famille, autre histoire. Stuti, elle, a quitté sa famille il y a 3 ans pour venir étudier dans la capitale. Pourtant, même à 500 km de distance, la jeune fille est toujours aussi proche de ses grands-parents, qu'elle appelle au moins 3 fois par semaine. Elle leur raconte tout, de la description de sa nouvelle chambre aux dates de ses prochains examens, et Stuti ne pourrait pas se passer de leur regard sur sa vie. Par exemple, si je veux me marier avec quelqu'un, alors il me faudra l'accord de mon dada et de ma daddy, et de mes grands-parents maternels également. Du côté des grands-pères, cependant, en Inde comme ailleurs, il y a toujours le club des « c'était mieux avant ». Certains de leurs petits-enfants ont quitté le foyer, mais aussi l'Inde, pour aller travailler à l'étranger. Alors ils se disent dépassés par les modes de vie modernes. Plus les modes de vie européens se répandront et plus nos liens familiaux disparaîtront. L'amour que nous avions dans la famille indienne a été complètement dévasté par la culture occidentale. Mais en Inde, la foi cimente aussi les liens familiaux. Hindous, musulmans, chrétiens ou sikhs comme cette famille, la pratique religieuse continue de se transmettre d'une génération à l'autre. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Retour chez nous à présent avec Isabelle Martinet. On va revenir sur l'évolution du rôle des grands-parents en France, donc cette fois-ci. Et pour commencer, combien sont-ils? On les a recensés? Oui, absolument. Selon l'étude INSEE de 2013, ils sont plus de 15 millions en France. C'est 2 millions de plus qu'en l'an 2000, tout simplement parce que chez nous aussi, la génération d'après-guerre prend de l'âge. Chez nous aussi, le baby-boom se transforme en papy-boom, on va dire, quand même, pour rester dans la langue française. Et puis l'autre raison, c'est qu'on vit plus longtemps, donc plus de 15 millions. Oui. Plus de 15 millions, d'où la prospérité des magazines qui leur sont consacrés. Absolument. Parce qu'on se dit, tiens, pourquoi ils se vendent si bien que ça? Parce qu'on est... Et en moyenne, à quel âge est-ce que l'on devient grand-parent ici en France? Alors, en moyenne, on devient grand-père à 56 ans, grand-mère à 54 ans. Ça, bien sûr, c'est au démarrage, puisqu'après, plus le temps passe, plus on a de chances de devenir grand-parent. Ainsi, 80% des plus de 70 ans ont des petits-enfants. En moyenne, 5. C'est beaucoup, c'est vrai, et ce chiffre devrait diminuer dans les années à venir, tout simplement parce que les grandes familles se font de plus en plus rares. Mais leur rôle a beaucoup changé, évolué Considérablement, parce qu'il a évolué au gré des changements même de la structure au sein de la famille. Regardez cette photo, au siècle précédent. Elle est caractéristique, avec les 3 gosses en bas qui font la gueule parce qu'ils disent, bon, là, c'est long, les pauvres. Mais il était fréquent qu'un même toit regroupe 3 générations. Donc c'est vrai que c'était les grands-parents qui gardaient sur place leurs petits-enfants, ils avaient du temps, ils représentaient une sécurité, ils transmettaient l'histoire de la famille. Le schéma était simple et il fonctionnait. Et aujourd'hui, quoi, c'est plus le même modèle. Pardon, vous avez vu les 4 filles là-haut? Oui. Qui ont le même costume? Absolument. Regardez, oui, toutes les 4. Là. Ah non, il y a la mère et la fille. Oui, il y a la mère, la fille, il y a tous les petits-enfants, il y a les grands-parents, il y a tous la famille pareil. Au complet. Bon, aujourd'hui, c'est plus le même modèle. Alors aujourd'hui, c'est un modèle complètement différent puisque chaque génération a son propre projet. Alors évidemment, les grands-parents sont toujours solidaires, ils répondent à l'appel de leur famille, ils sont sollicités, mais ils doivent aussi jongler avec différentes facettes de leur vie. Par exemple, si on prend l'âge moyen de 55 ans, ils sont pour la plupart en activité. Et comme on vit plus longtemps, ils doivent parfois s'occuper de leurs propres parents. S'ils sont retraités, ils conservent des activités sportives, culturelles, artistiques, sociales. Puis si leurs enfants divorcent, qui malheureusement est de plus en plus fréquent, ils les aident. Et enfin, régulièrement, ils gardent leurs petits-enfants, sans compter leurs beaux petits-enfants, s'il s'agit de familles recomposées. Donc ils ont du boulot. Et c'est tout. Et non. Et non, parce que justement, pour bien échanger avec leurs petits-enfants, et pour préserver ce rôle de confident, ils doivent se familiariser aux jeux vidéo, ils doivent aimer déjeuner au fast-food, ils doivent s'adapter au langage jeunes. Par exemple, ils doivent savoir ce qu'est un bolos. Un bolos, c'est un jeune qui est
pas très sensible à la mode, aux tendances, qui est un peu effacé, pas très populaire, un peu timide, qui en plus souvent travaille bien carrément ringard, quoi. Exactement. Et exactement. quand ils se traitent de bolos les uns les autres, pour eux, c'est une insulte terrible. C'est une insulte terrible. Donc ça fait quand même beaucoup de travail pour eux. Très bien, super mamie, super papy, en quelque sorte. Absolument. Bon. On peut vraiment dire ça. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas trop éloignés géographiquement, s'ils ne connaissent pas de soucis de santé, ils sont très sollicités. C'est effectivement une super génération, très dynamique, en jean, en blouson de cuir, et qui fait le maximum pour préserver le lien familial, évidemment. Y compris à l'adolescence. En blouson de cuir, leurs potes, c'est les Rolling Stones. Mais absolument. Et oui, c'est cette génération-là. Et ils jouent aussi un rôle de garde-fou qui est très important, c'est-à-dire que comme ils préservent le lien familial, si les rapports viennent à se dégrader entre les petits-enfants et les parents, ils peuvent intervenir, ils sont super utiles. Il n'y a jamais de rivalité entre les parents, les grands-parents? Alors ça peut arriver s'il y a confusion des rôles, c'est-à-dire que les grands-parents sont là avant tout pour transmettre des valeurs, ce ne sont pas les éducateurs, et en fait s'ils ne sont pas d'accord avec la ligne éducative des parents, il vaut mieux en parler que de se substituer à l'autorité parentale pour éviter les conflits. En résumé, il ne faut pas non plus se montrer envahissant. Et vice-versa. Ah mais absolument, les grands-parents ne sont pas corvéables à merci. D'ailleurs, s'ils sont toujours très heureux de partir en vacances avec leurs petits-enfants, ils en subissent aussi les contraintes, notamment l'agitation que cela peut engendrer ou encore la vigilance que cela requiert. D'où le surnom de chic-ouf, donné parfois aux petits-enfants. Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Quelle est la solution alors ? Alors, la solution, c'est comme bien souvent, c'est très certainement... Bien, moi. Les chicoufs, tiens, voilà les chicoufs. La solution, c'est... Je suis content de vous voir. Et alors, vous partez quand? Vous partez quand? C'est à peu près ça. Donc, il y a quand même une fatigue engendrée par la garde des enfants pour les grands-parents, même si ça les rend effectivement très heureux. Et la solution, c'est sans doute l'équilibre, parce que les grands-parents sont un modèle. Ils exercent une réelle influence sur leurs petits-enfants. Il faut absolument préserver ce lien familial si précieux, en se rappelant que si 7% des grands-parents gardent quotidiennement leurs petits-enfants, ils sont malheureusement à l'inverse, aux alentours de 150 000, c'est énorme, en être privés suite à un conflit familial. Moralité, quelle est la solution? La solution, c'est de préserver au maximum ce lien familial qui est extrêmement précieux et qui est unique. Vive les grands-parents. Fin du sujet. Merci, vous êtes imbattable sur ce sujet-là aussi. Merci beaucoup. Merci. Pour la fin du voyage, on atterrit en Grèce, où les grands-parents, là aussi, jouent un rôle capital au sein de la famille. Alors vous allez voir qu'ils s'impliquent énormément dans l'éducation de leurs petits-enfants, et pas uniquement pendant les vacances scolaires. Là-bas, c'est du temps plein. Mais pour quelle raison, au fait, Alexia? Bonjour. Bonjour William, Kalimera William. Eh bien, pour quelle raison? Parce que ce sont effectivement non seulement le pilier, ils sont proches, ils sont la force tranquille parce que leur avis est toujours neutre, ils sont sages, mais surtout William, avec la crise économique ici en Grèce, comme il y a beaucoup de parents qui sont au chômage, le seul revenu d'une famille est dans la plupart des cas la retraite des grands-parents. Donc tout le monde vit, paye ses impôts, son électricité, son eau sur la retraite des grands-parents. C'est pour ça que malgré les inconvénients de vivre tous ensemble, eh bien c'est parfois très très bien d'avoir le papou qui est le grand-père et la yaya, la grand-mère. Sur le plan pratique, Alexia, comment ça se passe la cohabitation? Et ils sont tout le temps ensemble? Oui, alors, ils sont tout le temps ensemble, William. Pour vous décrire la situation, comme dans les pays méditerranéens, ça ne choque pas vraiment de vivre avec les parents, les grands-parents. Donc souvent, c'est tous dans la même maison, dans le même appartement ou le même immeuble. Et c'est ce qu'on a pu voir. Et justement, c'est beaucoup plus intéressant pour l'éducation des enfants. Et en tout cas, des enfants qui ressentent moins le stress de leurs parents parce que justement, ils passent toute la journée avec leurs grands-parents. C'est le cas d'Eleftheria, une grand-mère plutôt moderne qui est très impliquée à la tâche. Nous l'avons rencontré, c'est un sujet réalisé avec Aris Katsiyanis. Il est à peine 11 h du matin, mais l'heure tourne pour Eleftheria qui s'active en cuisine. Pas question de traîner car elle s'occupe non seulement de son petit-fils, mais aussi de toute la famille. Là, je cuisine pour ma fille, son mari, mon mari et moi. Je le fais tous les jours parce qu'il travaille et avec le petit, ils n'ont le temps de rien. Et les tâches ménagères ne font que commencer. Je lave, je fais les courses, je promène le petit quand le temps permet la promenade.
On va au jardin aussi. On dit qu'en Grèce, le petit enfant est 2 fois mon enfant. Si elle reconnaît que c'est un peu fatigant, elle ne cache pas son plaisir et son rôle central dans la famille. Car en réalité, Eleftheria, comme de nombreuses grand-mères en Grèce, s'occupe à plein temps de son petit-fils. Et il le lui rend bien. On pourrait donc croire qu'habiter au-dessus de chez ses parents est un problème, mais en Grèce, il se transforme en avantage. Ici, c'est une forme de dot. Le père, avec ses économies, au lieu de construire une grande maison, fait un appartement modeste pour lui et un pour chaque enfant. Nous sommes 2 filles, donc il y a 2 étages. Une nounou coûterait ici 800 € par mois pour 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Avec la crise, on ne peut pas faire autrement, donc c'est bien d'habiter juste au-dessus. C'est une forme d'entraide. Les anciens ont besoin des plus jeunes en vieillissant, et le jeune, en formant sa famille, a besoin du plus âgé. Suivre la cadence au square n'est peut-être pas facile, mais qu'importe, l'amour donné par les grands-parents n'a pas d'égal. Seul bémol, l'attachement. Les petits bambins élevés par leurs grands-parents ne comprennent pas leur perte. On a les parents et les grands-parents au même niveau. C'est difficile quand les grands-parents partent. C'est donc aux parents de gérer et d'expliquer ce qui s'est passé. C'est sans doute pour cela que l'inquiétude grandit chez certains grands-parents qui voient leurs enfants se marier de plus en plus tard et de facto retarder l'arrivée de petits-enfants. Ils ne peuvent donc pas en profiter aussi longtemps qu'ils le voudraient, mais se contentent du peu. Donc, Alexia, les grands-parents prennent en charge la garde de leurs petits-enfants. Alors du coup, ces enfants, ils ne vont jamais en crèche. C'est toute la question, c'est exactement ça, William, la problématique qu'il y a en Grèce. Quand les petits-enfants ont la chance d'avoir leurs grands-parents, ils vont directement à la maternelle. D'ailleurs, les grands-parents, n'étant pas des férus de tout ce qui est nouvelle technologie, leur apprennent à lire, à écrire ou à compter, bien sûr à un niveau le plus basique, mais tout de même, du coup, les petits-enfants vont directement en maternelle, mais ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de grands-parents, eh bien, ça, c'est beaucoup plus difficile parce que les crèches en Grèce, la grande majorité, n'acceptent les enfants qu'à partir de 2 ans et demi. Il faut donc jouer la débrouille, les nounous, ou alors travailler à mi-temps et se partager la tâche avec les parents. Et là, c'est un peu plus compliqué, William. Merci beaucoup, Alexia. Et nos hommages respectueux et une bise à la Yaya. À bientôt. Eh oui, ma Yaya. Madame, monsieur, la réunion de famille touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondantes de nous avoir éclairés sur la place des grands-parents à travers 4 pays dans le monde. La semaine prochaine, la chance sera au rendez-vous. Pourquoi? On va s'intéresser aux jeux de hasard, au-delà de nos frontières. Les jeux d'argent, vous connaissez, mais ont-ils la cote chez nos voisins, proches ou lointains? Ces jeux d'argent sont-ils autorisés dans tous les pays, comme ici? À combien s'élèvent les gains? On va prendre des paris et vous allez voir, on s'est trompé. Pour ça, nous irons au Sénégal, en Grande-Bretagne, en Inde, bien sûr, et puis aux Émirats Arabes Unis. Samedi prochain, jackpot. Télématin, c'est fini.